Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Nous sommes le mercredi 24 février 2016. Dans ce journal, nous verrons que l'accès à l'apprentissage est plus facile à côté de chez soi quand on est jeune et qu'on a peu de moyens pour se déplacer et se loger. Nous verrons également que l'agglomération nantaise ne veut plus seulement se chauffer au gaz ou au fioul, un nouveau réseau de chaleur plus écolo se met en place. Enfin, en sport, le HBCN a un appétit d'ogre, Coupe d'Europe, Championnat, Coupe de la Ligue et Coupe de France avec le derby ce soir à Rennes. Les hommes de Thierry Henty veulent tout. On compte plus de 27 000 apprentis en Pays de la Loire. C'est une formation qui offre de bons débouchés, plus de 70% d'insertion professionnelle. Mais pour les jeunes, il est parfois compliqué de rejoindre un centre d'apprentissage éloigné de son domicile. Il y a les coûts de déplacement et de logement. Pour lever cet obstacle, la Chambre de métiers et de l'artisanat de Loire-Atlantique tente une expérience originale, délocaliser la formation. Au lieu d'aller jusqu'à Nantes, 6 jeunes du pays de Châteaubriand ont commencé leur CAP boulangerie à côté de chez eux. Éric Egon. Décentraliser le CFA pour faciliter l'accès à l'apprentissage. Voilà en quelques mots le nouveau dispositif mis en place par la Chambre de métiers et de l'artisanat de Loire-Atlantique. Cette boulangerie de la Meilleraie de Bretagne, en pays de Châteaubriand, accueille chaque mercredi, jour de sa fermeture hebdomadaire, 6 apprentis en première année de CAP. Le Fournil devient centre de formation le temps d'une journée par semaine et permet d'éviter à 6 jeunes élèves de se rendre aux CIFAM de Nantes et rester proches de leur domicile. Nous, la grosse facilité de Châteaubriand, c'est que ça évite d'avoir 2 logements. Parce que la première difficulté, c'est de trouver un patron. Une fois qu'on trouve le patron, il faut trouver un logement si toutefois il n'a pas à proximité du domicile. Et la deuxième, c'est s'il partait sur CIFAM à Nantes, il faut trouver un deuxième logement. Ce sont des frais engagés supplémentaires et ce n'est pas toujours évident. Les apprentis qui sont au CIFAM qui prennent le tram-train, qui sont sur Châteaubriand, ils doivent se lever à 5 heures. Que nous, là, quand on commence à 9h, on se lève à 8h. Je pense que par ce moyen-là, on aura capacité à pouvoir capter un certain nombre de jeunes qui sont peut-être hésitants parce qu'ils ont le déplacement obligatoire. Là, aujourd'hui, c'est un atout supplémentaire pour eux qui peut leur permettre de passer le pas et de se lancer dans des activités artisanales. Cette expérimentation était une première en France. La Chambre des métiers a également essayé de la mettre en place dans le secteur de la mécanique auto, pour le moment sans succès. Dans le dossier du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, la parole est aux voisins de la ZAD. Il y a quelques semaines, on s'en souvient, des riverains s'étaient exprimés pour demander l'évacuation de la zone. Hier soir, d'autres riverains, une quarantaine, se sont rassemblés sur la place de la commune désormais la plus célèbre de France, mais cette fois en faveur des opposants au projet. Denis Vanier les a rencontrés. On n'est pas dérangé, je ne suis pas agressé. J'ai un camping-car que je mets pas loin de la ZAD. J'ai jamais eu de problème avec les zadistes. Je pense que c'est de l'intox pour essayer de faire passer leur projet en disant regardez, c'est ces gens qui viennent d'ailleurs en plus, qui sont pas de chez nous. Moi je trouve que les zadistes, ils ont leur place ici et puis c'est détruire un milieu tellement naturel et tout, que c'est dommage de sacrifier autant d'hectares avec le béton. Moi j'en ai marre d'entendre dire les politiciens que la majorité ne se déplace pas et de dire que les habitants de Notre-Dame-des-Landes sont tous excédés par la présence des zadistes. Ce n'est pas vrai. Pendant ce temps-là, les militants anti-Notre-Dame-des-Landes sont convoqués par la justice. Une nouvelle audience se tenait cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Nantes. 19 opposants accusés d'entrave à la circulation lors de l'opération Escargot, menée le 12 janvier dernier sur le périphérique nantais. Des amendes de 1 000 € par personne ont été requises, plus 400 € de fourrière par voiture saisie et 6 points de permis en moins. Le jugement est attendu dans la soirée. Autre grand projet d'aménagement du territoire, le contournement ferroviaire de la raffinerie de Donges. Le comité de pilotage vient de rendre son avis sur le tracé de la future déviation. L'État, Total, la SNCF et les collectivités ont choisi l'option nord, c'est-à-dire un passage des rails, ici en rouge sur la carte, entre le bourg de Donges et la route départementale 100. Place maintenant aux études et à l'enquête publique, début des travaux pas avant 2019. Autres travaux, ceux-là, ils sont en cours. Il s'agit de l'extension du réseau de chaleur de l'agglomération nantaise, de gros tuyaux alimentés à partir de l'incinération de déchets ou de chaudières à bois géantes, des énergies renouvelables contrairement au gaz ou au fioul. À terme, 30 000 logements seront ainsi raccordés au réseau de chaleur. Jean-Michel Naga.
Les automobilistes vont devoir faire preuve de patience sur ce boulevard de Rezé. Les travaux ne font que commencer. Jusqu'au 17 juin, les ouvriers vont assembler des kilomètres de tuyaux pour étendre le réseau de chaleur. Ce sera la canalisation principale du circuit d'eau chaude, composée d'une double tuyauterie. Un tuyau aller avec une eau à 100 degrés qui va alimenter un poste d'échange de chaleur permettant de fournir soit le chauffage, soit l'eau chaude sanitaire. Ensuite, cette eau, elle est redistribuée dans le circuit retour à une température autour de 70 degrés, 60-70 degrés, qui est ramenée jusqu'à la chaufferie de la Californie, qui aura pour vocation à réchauffer cette eau jusqu'à 100 degrés pour la réinjecter dans le circuit primaire. L'an prochain, ce réseau de chaleur atteindra plus de 100 km dans l'agglomération nantaise et d'ici 2020, il desservira 30 000 logements, mais aussi des équipements publics. Par exemple, la piscine Jules Verne, c'est pour vous donner un exemple. Au parc du Grand Blotreau, les serres aussi, ce type le Grand T, mais aussi des supermarchés comme l'Intermarché à Malakoff qui a été raccordé au réseau de chaleur. Pour alimenter ce réseau écologique, 2 chaufferies à bois vont être mises en service. La première d'entre elles est située aux abords du quartier Malakoff. Elle entrera en fonction dès le mois d'avril. On passe au sport. À présent, du handball avec ce quart de finale de la Coupe de France. Ce soir, le H se rend chez son voisin breton, c'est son Rennes. Le H, c'est l'équipe en forme du moment, comme nous le rappelle Julien Herpin. Roch Félio peut avoir le sourire. Depuis le début de l'année, le HBC Nantes tourne à plein régime. Invaincu depuis fin décembre, encore engagé sur 4 compétitions, les hommes de Thierry Henty s'apprêtent à vivre une deuxième partie de saison particulièrement riche, ce que savoure le coach nantais. C'est un réel plaisir, Après, c'est sûr qu'il faut le gérer par rapport à l'effectif, par rapport à la récupération, par rapport à l'entraînement. Mais c'est quand même un réel bonheur d'être qualifié dans toutes les compétitions où on est le plus longtemps possible. Et pour ce faire, les Violets peuvent s'appuyer sur un effectif renforcé durant la trêve de Noël, avec l'arrivée du Croate Ivic et du pivot slovène Uroš Bundalo. De quoi faire oublier une première moitié de saison en partie ratée. Le travail plus les recrues, plus cette volonté quelque part de faire nettement mieux que ce qu'on avait fait dans la phase aller, je pense que ça explique aujourd'hui ce qui se passe dans l'équipe. On est ambitieux, on a l'effectif, et on a l'équipe, on a la qualité pour jouer toutes les compétitions. La quête d'un nouveau trophée passe en premier lieu pour le H par un succès à Cesson, qui serait synonyme de 5e demi-finale de Coupe de France consécutive. Suivra un autre défi, un périlleux déplacement à Göppingen dimanche en Coupe EHF. Avant de se quitter, je vous propose une visite inédite dans les coulisses des archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères, archives installées à Nantes et désormais ouvertes au public une fois par mois. Amandine Poirdy a eu la chance de faire partie des premiers visiteurs. Le chiffre, il est changé très régulièrement pour éviter qu'il ne soit cassé par... Une table de chiffres codée, voici une des pièces maîtresses de la visite des archives diplomatiques, un précieux bijou auquel le grand public va pouvoir accéder. C'est le patrimoine de la nation, de l'ensemble des citoyens, et même si les archives sont bien connues depuis longtemps par les chercheurs, les universitaires, elles sont le patrimoine de l'État et doivent du coup être disponibles pour l'ensemble des usagers. 46 km d'archives datant du XVIe au XXIe siècle, c'est ici que sont classés tous les documents d'affaires politiques, juridiques, économiques traitant avec l'international. Une vraie mine d'or qu'il faut rendre attractive. Nos visiteurs ne connaissent pas tous les détails de l'histoire. On essaie de mettre ces documents, de les remettre dans leur contexte, de les replacer dans les grands événements de l'époque et de permettre à nos visiteurs de mieux comprendre la façon dont les événements se sont déroulés. Ce sont des modèles originaux de chez Dior, donc proposés à la reine-mère de Jordanie en 1952, et c'est l'ambassadeur de France en Jordanie qui sert d'intermédiaire entre la maison de couture parisienne et le palais royal. Tous plus uniques les uns que les autres, ces documents cachés jusqu'à aujourd'hui attirent un grand nombre de curieux. Les visites sont complètes en mars et seules 20 personnes sont acceptées tous les mois, alors à vos réservations. Voilà, il vaut mieux s'inscrire avant pour visiter ces archives diplomatiques. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et à demain.